5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ce sont des petits pas, mais des pas quand même assurés qui montrent que le Bénin est sur le bon chemin dans la lutte contre la corruption. Selon le dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, eh bien, le pays a gagné 2 places. Le Bénin, qui a totalisé 43 points en 2023, obtient 45 points dans le nouveau classement. Ce regain nous fait passer de la 70e à la 69e place sur les 180 pays classés dans cette émission. Nous sommes avec le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Dr Olivier Charles Atidéo. Bonjour et bienvenue. Monsieur Megan, bonjour. Comment allez-vous? Oh, super bien. Et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour partager ces moments de télévision en votre compagnie. Nous parlons, on sait, quand vous êtes là, c'est pour parler de corruption. Vous êtes désormais le visage, on va dire, le gendarme en termes de lutte contre la corruption dans notre pays, avec évidemment Maître Jacques Migan, qui est donc le président du Haut Conseil, donc à la prévention de la, Haut Commissariat, pardon, à la prévention de la corruption, le HCPC. Alors, dites-nous, est-ce que quand on évoque ces chiffres de Transparency International, est-ce que ce sont des stats qui vous parlent? Au niveau du Haut Commissariat, en tant que secrétaire général, chargé de tout ce qui est technique et administratif, et en ma pauvre qualité d'enseignant-chercheur, ces chiffres ne me parlent pas. Pauvre par rapport à quoi? Les chiffres ne me parlent pas parce que, en sciences économiques et sociales, on a toujours dit aux étudiants comment calculer l'indice et à quoi il correspond. Il permet de mesurer l'évolution dans le temps, sur l'échelle de temps. Mais l'évolution de quoi exactement? On doit se poser la question. Est-ce que c'est l'évolution d'une série de plaques, de réformes ou de répression ou d'intersubjectivité, raison pour laquelle ces chiffres ne me parlent pas. Moi, ce qui me parle, c'est ce que je constate sur le terrain. Ce qui me parle, ce sont les bonnes pratiques ailleurs, dont on peut s'inspirer pour moduler notre manière de voir les choses. Ça me parle. D'accord. Mais est-ce que quelque part, ces chiffres ne reflètent pas une certaine réalité? Bien sûr, justement, on en vient. On dit généralement que certains chiffres ou la moyenne n'est pas symétrique à la réalité. Il se trouve qu'au Bénin, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption estime que 45, 46, 50 ne correspond pas à ce qui est fait depuis 2016. Ce qui est fait depuis 2016, ce sont des réformes effectives et efficaces. Je prends ce guide législatif, sorti en 2008, on n'y figure pas. Bon, on va y figurer. J'ai eu la discussion avec le secrétaire général de l'ONUDC à Vienne, la dernière fois, au mois de février, et je lui ai dit qu'il serait temps d'intégrer dans l'élaboration de ce guide certaines choses qui sont effectives. Je m'explique. On nous avait demandé, dans le cadre de l'application de la Convention, en son chapitre 5, recouvrement des avoirs et blanchiment d'argent, on nous avait demandé un certain nombre d'efforts au Bénin. Nous l'avons fait, et bien fait. Nous ne l'avons pas fait simplement pour que cela figure dans un manuel. Nous l'avons fait au quotidien. Nous le faisons au quotidien. Il y a des résultats. Hélas, j'estime que l'indice dont vous venez de parler ne transpose pas l'ensemble de ces résultats. La raison pour laquelle le Haut Commissariat à la prévention de la corruption estime qu'il revient désormais aux Africains de prendre l'intelligence, d'avoir assez d'inspiration, de sorte que l'indice, qui devra être africain, puisse effectivement transposer, afficher, exposer, démontrer que ceci est fait, ceci n'est pas fait. Voilà. Alors, on sait que ces agences de notation ont quand même acquis une certaine réputation sur la durée, ce qui fait que quand on évoque le chiffre, la plupart du temps, ça se passe de commentaires quand on sait quand même qu'elles ont réussi à nourrir ces taux sociaux assez élogieux qui fait qu'ils sont devenus les censeurs de la cité. Ce sont eux qui déterminent, ce sont elles, ces agences-là, qui déterminent qui est bon élève, qui est mauvais élève. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on vous décerne, on vous tresse des lauriers,
forcément, on a quand même de quoi se dire, ben, on est sur le bon chemin quand même. Moi, j'estime, en ma qualité de secrétaire général, regardant tout ce qui est fait, je dis bien tout ce qui a été fait depuis 2016, j'estime qu'à minima, nous méritons la moyenne. À minima, nous méritons la moyenne. La moyenne n'y est pas, mais la moyenne y sera. J'ai discuté avec les experts gouvernementaux suisses qui seront chez nous du 6 au 8 mai prochain dans le cadre de la visite pays. Ils reconnaissent unanimement que beaucoup d'efforts, je dis bien beaucoup d'efforts, ont été accomplis par le Bénin. L'indice ne traduit pas ces efforts, à mon sens. Je dis bien à mon sens de secrétaire général. Maintenant, je reviens au fond de votre préoccupation. Le fond de votre préoccupation mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on crée une norme pour dire la réalité et que cette norme transpose le fond de ce qui se passe réellement dans un pays. Dans le cas d'espèce, on peut parler d'État partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Je suis d'accord aussi avec vous que la norme, qu'elle soit légale ou extra-légale, permet de conduire des actions, permet de mener un certain nombre d'actions en vue d'éradiquer, dans le cas d'espèce, d'éradiquer ou de réduire les actes corruptifs. Tout est que, comparaison n'est pas raison, certes, mais prenons, je ne veux pas dire le cas de la France, le 7 février, je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai eu un entretien avec la conseillère juridique du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, et plus précisément la direction de ce qu'ils appellent la direction de la lutte contre la corruption. Bon, diplomatie économique, pour être plus précis. Elle m'a dit, Madame Gousset, qu'ils discutent de la pertinence de l'indice. Je dis bien, ils discutent de la pertinence de l'indice. Bon, on peut comprendre qu'elle n'était pas totalement d'accord, elle n'était pas contente de voir que la France a régressé dans ce classement. Je peux aussi comprendre l'expression de son tréfonds. Mais dans notre échange, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Est-ce qu'une moyenne est susceptible de refléter l'ensemble des réformes d'un pays? Pourquoi je le dis? Je vois des pays mieux classés que le Bénin, mais lorsqu'on creuse, ou pour ne pas dire lorsqu'on gratte le vernis, ce qui est en dessous, ce n'est pas une gangrène. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour le dire, mais c'est de la puanteur, si je veux résumer un peu la chose. Ça veut dire qu'au quotidien, il y a des pratiques qui sont autant de manifestations ou autant de visages de la corruption. Mais parce qu'il y a une série de... surtout la répression, une série de textes, une série de lois, ou une compilation de textes, alors ces pays-là sont devant le Bénin. Ici, nous avons fait un travail qui tente à faire peur aux corrupteurs et aux corrompus. Et ce travail doit être reconnu. C'est cela la préoccupation du HCPC. Le HCPC aujourd'hui se positionne, on va dire, pas sur le front de la sanction, mais sur le front de la prévention. Parce que persuadé que, justement, pour changer les mœurs, il faut agir sur l'éducation, sur des leviers comme l'éducation. Mais alors, qu'en est-il de la sanction? Il y a toujours la sanction. Quand on prend de façon factuelle l'article 13 de Mérida, la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'article 13, vais-je dire, énumère 3 niveaux. Prévention de la corruption, lutte contre la corruption et sensibilisation du public. Et curieusement, qu'est-ce qu'on entend par lutte contre la corruption? De façon sémantique, on dirait, est-ce que la prévention n'est pas la lutte? Ou la lutte, vice-versa. Bon, bien sûr, ce sont deux faces d'une même pièce de monnaie. Pourquoi? Il n'y aura jamais de politique publique tendant à la prévention de la corruption, je dis bien tendant à la prévention de la corruption, sans un volet répressif assez guindé, assez fort
Pourquoi? Parce que prévenir, on prévient que ce que l'on connaît. On prévient que ce que l'on arrive à circonscrire. Il se trouve que nous savons ce qu'est la corruption. Il se trouve que nous savons très bien que prévenir va commencer par la base. Ces enfants qui sont à la maternelle, au primaire, et un peu plus grands, secondaire, même à l'université. Mais qu'en est-il des adultes? Bien sûr, il faut dissuader. C'est pourquoi le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a bien, dans ses actes stratégiques, le volet dissuasion et sanction. Je m'explique. Nous avons une série de réformes au Bénin. Très bien. Tout le monde est content. Beaucoup d'acteurs au niveau de la coopération internationale. Ça, techniquement, on appelle ça le droit déterminateur. Quelles sont les règles? Quels sont les principes? Et pourquoi nous devons les observer? Pourquoi nous devons respecter la chose publique? On le sait suffisamment. Bien. Ceci dit, ça n'empêche pas quelques brebis galeuses, ce qu'on pourrait appeler en économie des passagers clandestins, de foutre la zizanie dans les caisses de l'État. À ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux-là et à ceux-là, il faut être intransigeant, vais-je dire, pour parler comme le président de la République, tolérance zéro. Donc, pour vous répondre, pour éliminer, balayer ces inquiétudes auprès de ces personnes, ces hommes et ces femmes qui tendent à croire que parce qu'on parle de prévention de la corruption, alors il n'y a pas de répression. Non. La répression, une bonne répression ne consiste pas à châtier pour châtier. Une bonne répression consiste à prendre ce châtiment, donc cette sanction, comme un volet éducatif. Donc, nous y sommes. Alors, qu'en est-il, on va dire, des actes forts, d'actes majeurs, notamment conduire de grands dossiers devant les tribunaux pour être jugés, la criette notamment qui est compétente en la matière, ou les juridictions simples. Est-ce que le HCPC va se positionner sur ce volet-là aussi? Parce que c'est ça, ce sont ces actes-là qui auront un fort retentissement dans l'opinion. Il y a de gros dossiers liés à la corruption qui sont restés jusque-là pas encore touchés. Est-ce que le HCPC va s'aventurer sur ce terrain-là? Mais nous y sommes déjà. Nous y sommes. Et il se trouve que, bon, bien sûr, il peut exister un décalage entre ce que le public voit et ce que nous faisons réellement. Ce que nous faisons réellement n'a pas besoin de gesticulation, d'agitation. Nous ne sommes pas des griots. On travaille, et quand un technicien travaille, il prend le temps. Il a aussi ce qu'on pourrait appeler l'art de la discrétion. Je vais vous donner un exemple simple et concret. Le week-end dernier, samedi plus précisément, à une certaine heure, j'ai été sonné, comme on le dit, pour une demande d'assistance. Cette demande d'assistance consistait à appréhender un individu qui a franchi nos frontières. Cet individu a été convaincu d'actes corruptifs. Pour le Nigeria, c'est un crime économique et financier. On a demandé au Bénin de tout faire pour mettre à la main sur cet individu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le HCPC reçoit ce genre de dossier, le HCPC doit aiguiller. Je le répète, je le dis toujours, le HCPC n'est pas un gendarme. En revanche, nos attributions, notre mission est de dériver. Lorsque, tout à l'heure, vous avez pris la criette, il n'y a pas que la criette. Dans le cas d'espèce que je viens d'évoquer par rapport à cet individu de nationalité nigériane qui a franchi la frontière, il fallait absolument, ce n'était pas la criette, c'était la BEF et Interpol. Vous avez parlé de juridictions et autres juridictions exactement, compétentes en la matière. Exactement. Donc, ces juridictions devront aussi travailler en toute sérénité, parce que notre appareil judiciaire, elle est indépendante, elle fonctionne. Il faut laisser le temps. C'est pas parce que, bien sûr, vous êtes dans votre rôle, les médias ont besoin de matière. Hein, absolument, de gré à moudre. Je suis d'accord, mais sauf que quand on a besoin de matière, il faut laisser la République aller, vais-je dire, de façon constante et de façon efficace, de sorte à ne pas tout mélanger. L'idée, ce n'est pas de foutre au gnouf en prison telle personne qu'on soupçonnerait d'actes corruptifs ou infraction à la probité. L'idée, c'est, lorsqu'on soupçonne quelqu'un, bien sûr, c'est de mener les enquêtes, les investigations, pour avoir les preuves. Sans preuve, pas de condamnation. Donc, pas de procès. Pas de justice. Voilà. Alors, on sait que depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, on va dire ainsi, et s'est ouvert un procès lié à une affaire, on va dire, qui date de plusieurs années maintenant.
on s'attend à ce que, voilà, de telles affaires ou d'autres affaires liées à la corruption, lorsque vous interrogez le Béninois lambda, lorsque vous interrogez les acteurs politiques, il y a de ces affaires-là qui sont restées, on va dire, sans suite, classées sans suite. On ne comprend pas ce que ça devient. Certains vous parleront de machines agricoles, certains vous parleront du siège de l'Assemblée nationale. On vous citera d'autres affaires de corruption à grande échelle. Et on se demande si le HCPC aura le courage d'aller ressortir ces affaires-là, les mettre au bout du jour pour déchiffrer, pour qu'on puisse démêler le vrai du faux. Monsieur Mégan, vous savez, quand un nécromane ou un croque-mort veut déterrer un cadavre, je dis bien, un nécromane, c'est sa passion, je ne sais pas pourquoi. Un croque-mort, il va dire c'est son métier, il en vit. Bon, même quand il veut déterrer un cadavre, il prend des précautions. Donc, vous demandez au commissaire à la prévention de la corruption de se livrer à une chasse à l'homme ou à une chasse de choses qu'on ne connaîtrait pas. À une chasse à l'homme. Bon. Pas à une chasse à l'homme. Moi, je l'ai entendu parce qu'on estime que les gens sont convaincus, peut-être de façon arbitraire, peut-être qu'ils ont des preuves, mais sauf que lorsqu'on demande des preuves, on ne les reçoit jamais. En revanche, ils sont toujours prêts à pointer, à montrer du doigt telle personne, telle femme, tel homme. Ah, on sait qu'il a détourné un certain nombre de milliards, un certain nombre de millions. Regardez ce qu'il a construit, regardez ce qu'il a à l'étranger. Mais sauf que sans preuve, que voulez-vous qu'on puisse faire dans ce pays? On va décider la tête du client en disant, bon, comme toi, tu étais sous tel régime, oh, bon, c'est sûr, tu as détourné, tu as eu un peu d'argent quelque part. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On prend le temps de bien faire les choses et prend le temps de bien faire les choses. Hélas, peut-être pour vous, journalistes, ça ne donne pas avoir de la matière tout de suite. Donc, et vous me permettrez, c'est une parenthèse, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Il se trouve que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption se met en retrait lorsqu'une affaire est pendante devant la juridiction. Donc, pour ce que vous venez d'évoquer, je vais être économe en mots et m'abstenir d'intervenir tout de suite. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, vous avez fait l'option de faire dans la prévention. On a vu très récemment une tournée que vous avez engagée dans les universités, dans ces lieux de savoir, pour agir. Agir, c'est maintenant. Est-ce que agir, c'est pas aller plus bas aussi vers les enfants? Parce que, comme on le dit, un bois sec, c'est presque déjà cuit. Vous avez totalement raison. Nous étions dans le cadre de la célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption au lycée Koulibaly, à Ouida, dans une école primaire, à l'ENA. Nous avons échangé avec ces cibles juvéniles, entre guillemets cibles. Nous avons des choses, vais-je dire, en cours, toujours dans cette même veine. Ces choses, c'est quoi? C'est aller, par exemple, de façon concrète, dans les collines. Nous avons retenu 3 communes, aller dans le Borgou, 3 communes également, je ne vais pas rentrer dans les détails, aller dans le plateau et dans l'Ouémé. Rencontrer ces acteurs-là, évidemment toujours ces enfants, afin de leur dire ce que les actes corruptifs coûtent à l'État. Et pourquoi ces enfants doivent, nonobstant, manifester le cycle d'intégrité, pour ne pas dire être simplement des femmes et des hommes intègres. Lorsqu'on le dit, j'ai entendu une personne ce week-end dire « Oh, bon, de toute façon, la corruption ne va jamais disparaître. Bon, je peux comprendre ce fatalisme qui découle de ce que ces personnes voient au quotidien. Est-ce que vous ne pouvez pas vous positionner plutôt du point de vue du réalisme? Non, le réalisme consiste à avoir foi en ce que l'on fait. Et le HCPC a foi en ce qu'il fait. Pour moi, c'est mon réalisme. Maintenant, dans ce réalisme, je mets du constructivisme. Ça veut dire que la réalité sociale, pour moi, elle est construite et co-construite. Autrement dit, si nous ne faisons rien et nous passons notre temps dans des verbalismes creux ou à discourir en disant « Oh bon, ailleurs c'est comme ci, chez nous c'est comme ça », dans ces comparaisons hasardeuses, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je constate, et là je vous dis la vérité, je constate que, vous savez, c'est pas parce que vous avez une très très belle voiture que vous allez vous empêcher d'alimenter ce bon véhicule ou ce bon moteur en carburant en ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Le secrétaire général que je suis j'ai encore plein d'espoir dans le bon fonctionnement des choses.
Mais, au quotidien, je constate une diffraction technique et administrative qui tente à ralentir ce que le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption a vraiment envie de faire. J'avais dit au cours d'une émission le 16 février, avec vos confrères de la radio, Mme Yemandro et M. Gondjo, je leur disais que je n'ai même pas un vélo pour aller sur le terrain. Bon, c'est en réalité le ministre d'État, les deux ministres d'État d'ailleurs, le ministre d'État Koupaki nous a arrangé quelque chose. On a espoir que la dynamique va se poursuivre. Le ministre d'État Ouadani a signé récemment l'autorisation pour qu'on puisse acquérir ces moyens roulants. Bon, concrètement, si nous n'avons pas de moyens, vous ne pouvez pas nous voir sur le terrain. Hélas, c'est comme si nous étions en train d'être... Êtes-vous sinistré, vous voulez dire? Non, pas sinistré. Tout démarrage peut avoir des pesanteurs. Dans la vie d'une structure, je ne vais pas parler de Jean-Paul Sartre, on commence tout doucement, on essaie de trouver une linéarité, une stationnarité dans les choses afin de démarrer. Je prends l'exemple d'un couple. Une femme, un homme viennent de se rencontrer, ils peuvent bien s'apprécier, avoir des points de vue qui convergent, mais il y a toujours cette période où ça tangue, ça flotte, et justement on profite de ça pour dire on ne fait plus ci, on ne fait plus ça, pour aller vers une stabilité. Aujourd'hui, le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption est en train de construire la stabilité de l'institution. Je ne sais pas, je ne vais pas encore venir ici, être là pour rappeler que nous avons démarré véritablement le premier CODIR le 30 septembre dernier. Et qu'à ce jour, il y a une certaine quantité de validation, entre autres le PTA, entre autres l'effectif. Allez, une anecdote. Je me trouvais avec le haut-commissaire en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin et l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin. Ils ont, par curiosité, voulu connaître l'effectif du personnel. Nous leur avons dit 11, sachant qu'aujourd'hui nous ne sommes pas 11. Bon, voilà. Il y a eu, on a dégraissé un peu pour une réorganisation. Il a dit 11. Et c'est avec ça que vous voulez avoir des résultats? Qu'est-ce que ça veut dire? La convention est claire. L'article 6 est clair. Le chapitre 2, mesures préventives, c'est clair. Sans moyens véritables, aucune institution de lutte contre la corruption ne peut parvenir à des résultats. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites justement dans ce sens? On sait que la lutte contre la corruption est portée évidemment par le chef de l'État, le président Talon, qui n'a de cesse de rappeler en quoi il est important de lutter contre ce phénomène, ce fléau même, j'ai envie de dire. Donc forcément, quand il fait montre d'un volontarisme assez exacerbé, vous convenez avec moi que pour entériner cet état d'esprit, il devrait pouvoir vous donner les moyens. Comme on lit en thermodynamique, c'est le démarrage qui est chaotique. C'est le démarrage qui est chaotique. C'est-à-dire que le démarrage prend du temps pour... Alors, on peut parler d'un retard à l'allumage? On peut dire ça. En toute sincérité, on peut dire ça. Un retard à l'allumage, on peut dire ça à cause de quelques pesanteurs administratives et, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une diffraction technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous avez envie d'opérationnaliser telle chose et il se trouve que, ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, du fait d'un petit caillou dans la chaussure, donc le temps d'enlever le caillou, de secouer, et puis de se nettoyer le pied, remettre la chaussette, et puis voilà. Mais il est très important. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de volontarisme exacerbé. Moi, je ne dirais pas cela. Je parlerai de vision éclairée. Le mot est important, parce que ce n'est pas un volontarisme exacerbé. Tout à l'heure, je l'ai dit, si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas foi en ce que vous faites, vous pouvez aller vous coucher. Il se trouve que le chef de l'État a une bonne vision, qui est saluée. Le Bénin est revenu dans le cœur des réseaux des institutions de lutte contre la corruption. Au niveau de la coopération internationale, on salue aujourd'hui notre présence et notre manière de voir les choses, c'est-à-dire ce changement de paradigme, passant de lutte, moralisation de la vie publique si vous voulez, mais passant de lutte à prévention. Tout y est. Et quand vous prenez l'ensemble des textes, l'ensemble des bonnes pratiques ailleurs, nous y sommes.
ayez de la patience. Je peux citer un certain nombre de choses qui sont en cours, que vous verrez dans les prochaines semaines, mais ça ne sert à rien parce que vous êtes épicure. Quand vous ne voyez pas quelque chose, vous ne touchez pas, vous ne goûtez pas, vous dites que ça n'existe pas. Donc, je vais satisfaire votre épicure. D'accord. Alors, monsieur Atindeou, vous êtes rentré il n'y a pas si longtemps de Vienne avec une très bonne nouvelle pour le Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La bonne nouvelle pour le Bénin, effectivement, j'étais à Vienne dans le cadre de la formation des points focaux et des experts gouvernementaux. C'était le 13 et le 14 février. Je suis resté sur place comme toutes les autres délégations. Et du 17 au 21, nous avons eu la 16e session. Cette bonne nouvelle pour le Bénin, c'est que nous avons rencontré des acteurs. J'ai même rencontré l'ancienne ambassadrice du Pays-Bas après le Bénin, Caroline. Elle était là en 2006-2009. Elle m'a parlé de tous les acteurs. Elle est venue me voir. Elle dit « Ah, M. Atindeou, représentant du Bénin, je suis très, très content. » Je lui dis « Mais pourquoi vous êtes content ?» Il dit « Vous faites des choses dont les résultats parleront d'eux-mêmes. » Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui l'ensemble des partenaires techniques. Financiers, je ne le sais pas. Moi, c'est le côté technique qui m'intéresse. Nous avons l'ensemble des acteurs, des partenaires techniques qui sont prêts à travailler avec le Bénin. La preuve, simple. La Banque islamique de développement m'a accosté. Pas ma personne, c'est le secrétaire général, c'est le HCPC. Donc, le monsieur, le représentant de la Banque islamique de développement, est venu vers le HCPC en disant « On veut désormais avoir la participation du Bénin à tous nos meetings, aux réunions, sessions, ainsi de suite. » Et joignant l'acte à la parole, ils nous ont invités aux Maldives les 5, 6 et 7 mai dans le cadre d'une session de haut niveau. Il n'y a que les grands techniciens en la matière qui sont présents. Ça, pour moi, c'est à saluer. Pourquoi c'est à saluer? Parce que, au moins, ils nous envoient un questionnaire en demandant d'évaluer nos besoins en termes à la fois d'assistance technique et financière. La Banque islamique de développement est prête à accompagner le HCPC, le Bénin, dans l'accomplissement, pour ne pas dire dans l'effectif et la matérialisation de toutes les réformes. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le fait que vos pairs vous reconnaissent, vous saluent, moi je me dis, donc, et ça c'est l'actif de qui? C'est l'actif du président Talon. Ne cherchons pas loin. Très bien. Alors, avant de vous laisser filer aujourd'hui, docteur Charles-Olivier Atindeou, quels sont, on va dire, est-ce que le HCPC s'est fixé des objectifs à court terme? On sait que le combat, il va se gagner sur le long terme, mais à court terme, quels sont les objectifs du HCPC? À court terme, l'idée fondamentale, c'est, avec les différents services sectoriels de l'administration publique, c'est de passer à la relecture de certains textes. L'idée, c'est d'actualiser. Actualiser pourquoi? Parce que, tout à l'heure on le disait, pour bien sanctionner une personne, il faut déjà lui dire quelles sont les règles et quels sont les principes à observer. Et donc, à court terme, c'est le cheval de bataille du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption. Merci beaucoup, docteur Charles-Olivier Atindeou. Vous êtes le secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mais je vous dis un merci particulier parce que chaque fois quand vous faites appel et que vous êtes disponible, vous n'hésitez jamais à marquer votre présence sur nos différents plateaux. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se reçoit que je vous reçois sur ce plateau. Et donc, je tenais vraiment à vous décerner ce merci tout particulier. Je vous en prie, on sert la République. 5 sur 7 matin, allez, on va prendre une pause derrière, on va retrouver mes francs-parleurs de ce lundi pour le débat matinal, le forum de discussion. Au menu, 3 sujets d'intérêt, d'actualité internationale. On parlera de l'an 1 du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entre espoir et attente inassouvie. On parlera de la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara en Guinée qui fait débat. Et on parlera également de cette taxe sur les importations pour financer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. À tout de suite.